Au Musée des Beaux-Arts de Montréal, le samedi 4 mai 2019, dans le cadre d'une table ronde sur les écoles apprenantes et innovantes, Rino Lévesque, fondateur d'Idées Éducation entrepreneuriale et concepteur de l'école communautaire entrepreneuriale consciente, a présenté sa vision d'une école du 21e siècle. Voici une école de son temps. Vous savez, il y a ce poète, chanteur qui avait dit « La terre est un jardin ». Vous vous souvenez, peut-être, Georges Moustaki, dans une de ses chansons. Je trouvais ça magnifique. Je ferai un peu différent. Je vous parlerai d'environnement. Parce qu'il y a un lien étroit qui existe entre environnement et éducation. Jamais encore leur synergie n'avait-il été aussi importante. Et ça, franchement, je trouve que c'est surtout là où on en est actuellement, on voit tous les dérèglements climatiques, etc. Ça me paraît important d'en parler. Depuis longtemps, des personnes intéressées par l'éducation ont eu l'idée, à un moment de leur vie, et parfois sans jamais en perdre le désir, de créer une école de sens, à leurs yeux, de la réinventer. Une école de rêve qu'on aurait voulu fréquenter lorsqu'on était petit. Et si cela était l'idée en soi d'une école de son temps. Un lieu d'apprentissage qui saurait davantage répondre aux besoins criants évoqués par le monde de l'éducation et les communautés humaines d'une époque, de notre époque. Sa particularité est qu'elle serait une solution authentique aux préoccupations d'aujourd'hui, de ce demain, déjà très proche. Un demain qui donne l'impression d'être si près de nous, d'être juste là, autour de nous, et pour lequel nous distinguons d'ores et déjà des images, de nombreuses images, même, et combien peu rassurantes. Il faut se le dire franchement. Un ensemble d'états de faits qui souvent nous insécurisent. Un peu comme des schémas. Je vous ai préparé un message aujourd'hui tout à fait particulier. Je ne fais pas ça d'habitude, mais j'ai pensé que ce serait important de le faire. Donc, un peu comme des schémas tels ceux constitués par les ondes d'un sonore bathymétrique. Vous savez, moi, j'ai étudié en biologie marine. Je suis environnementaliste au départ. Inspectant le relief sinué d'un fond marin, sans être parfaitement défini, nous voyons chaotique cet avenir à nos portes. Leurs diagrammes font de plus constater que les bancs de poissons sont tristement diminués, rares, sinon même à certains endroits complètement absents. Parlons franchement. Les complexités présentes et celles pointant déjà ne paraissent pas simples à résoudre. Aujourd'hui, ce sont toutes les sociétés du monde qui sont confrontées à innover pour que des solutions nouvelles, voire miraculeuses, espère-t-on, permettront de faire surgir des communautés plus humanisées, regorgeant de personnes très imaginatives, ingénieuses et nettement plus engagées. Oui, plus engagées à rétablir les déséquilibres que nous avons engendrés. Il y a urgence. Au premier chef, c'est nous que cela concerne. D'abord, nous, les Occidentaux. Chaque personne. Le vrai défi pour l'éducation d'aujourd'hui, en cette période critique de l'histoire de l'humanité et de la vie même sur Terre, n'est-il pas désormais d'apprendre ou de réapprendre à éduquer à la conscience planétaire? Œuvrer par l'éducation, moi j'en suis convaincu, pour réconcilier humain et nature, dans l'espoir de faire apparaître des économies et un avenir vraiment viable pour tous. Seule l'harmonie entre chacun d'eux peut le permettre. C'est possiblement une question de survie de la vie en soi. À éduquer aussi à la conscience communautaire. Parce que la vaste majorité d'entre nous vivons et sommes appelés à agir à l'intérieur d'un environnement humain particulier, un territoire donné. Il ne peut pas y avoir de doute. L'éducation doit jouer un rôle central. Les choix éducatifs que nous faisons pour nos jeunes ont désormais besoin de répondre à des priorités, à des urgences de notre temps. Scolariser, c'est-à-dire montrer à lire, à écrire, à calculer, à enseigner des connaissances générales, y inclure aussi le numérique, bien sûr, est fondamental.
Nous n'avons pas à en douter. Or, l'école de notre temps a besoin d'un nouvel équilibre. Retenez le mot équilibre. De plus d'équilibre entre ce qu'on appelle la scolarisation et l'idée même d'une éducation plus globale. Là se trouve une double mission essentielle. Le système d'enseignement, école, commission scolaire, ministère de l'Éducation, est souvent pointé du doigt, vous le remarquerez. Les populations attendent davantage de celui-ci. La crise autour des valeurs de société s'étend partout, car chacun ou presque connaît les modes de vie de l'autre. Nous savons donc comment les richesses des uns sont détenues trop souvent aux dépens d'une large majorité de personnes, considérablement moins avantagées économiquement. Aujourd'hui, ces derniers sont près ou plus de 90% de la population de la planète. Vous savez, récemment, un article a été écrit, 26 individus sur Terre posséderaient autant de richesses que la moitié des humains, c'est-à-dire 3,5 milliards d'humains. Les écarts se creusent, les injustices deviennent plus apparentes. Ici, du fait que l'information est accessible à presque tous, c'est l'Internet. Le monde grogne, pendant que l'éducation demeure largement enfermée dans un étau pour qu'elle maintienne son rôle traditionnel. On s'efforce d'en sortir. Les défis sont là. Certains y parviennent, mais pas assez. Pas assez. Ainsi, nos systèmes éducatifs participent involontairement, certes, mais ils contribuent sans le moindre doute à maintenir des déséquilibres, à accentuer parfois, ou au mieux, à freiner des inégalités. Tout cela rend nécessaire de considérer la place d'une éducation plus globale et de qualité. Une école qui nous rendrait fiers parce qu'elle offrirait à nos enfants ce que nous jugeons et considérons être le plus important et le meilleur pour eux. Une école libérée d'un conformisme étouffant, qui emprisonne les talents, les passions et qui empêche, tristement à d'autres moments, qui tue l'innovation. Oui, parce que l'important n'est pas ce que je sais, mais bien ce que je sais faire avec ce que je sais. Je pense au code, par exemple, au numérique. Je pense à tout ce que nous faisons. L'important n'est pas ce que je sais, mais bien ce que je sais faire avec ce que je sais. Or, on parle beaucoup de numérique à l'école par les temps qui courent. D'apprendre le code, par exemple. Faire l'autruche devant la présence des technologies ne servirait personne. Le mouvement transhumaniste nous fait voir d'un côté des bons prodigieux, anticipés pour l'homme, pour l'humain, ce qui pourrait être heureux en santé, en environnement, en éducation, et des idées comme l'homme augmenté et celles de robots qui nous libéreraient du travail. Et de l'autre, il ne faut pas se fermer les yeux, il existe le danger que ce soit plutôt la folie des humains qui s'en empare. En effet, la toute-puissance du numérique pourrait nous conduire tout droit vers une direction opposée aussi. On n'a qu'à penser à la manipulation de l'information, à diverses formes d'entrepreneuriat inconscient. Pensez aux entreprises sans scrupules actuellement. Et il y en a, vous le savez. Cyberguerre, guerre technologique. Éduquer à un entrepreneuriat conscient pour un usage éthique du numérique n'a jamais été aussi fondamental. Il faut s'adapter. Cela ne doit plus attendre. Et c'est au primaire qu'il faut débuter. Qu'il s'agisse de l'école québécoise ou de celle d'ailleurs, un constat m'apparaît parfaitement clair. Pour accélérer, pour espérer relever à temps ces défis, agir seul n'est plus la solution. Moi, j'ai une mission de vie depuis déjà plus de 25 ans, c'est d'accompagner la réflexion pour faire naître une école vraiment de son temps. J'en suis venu à en concevoir une. Ça a été indiqué tout à l'heure. On dit école communautaire entrepreneuriale, c'était à l'origine. La majorité des gens, moi-même, préféreront l'expression école communautaire entrepreneuriale consciente. Et il y a une raison fondamentale. Je pense que vous l'entendez à travers les propos que je vous avance depuis tout à l'heure. Une mission de vie qui se résume à vouloir, à faire de mon mieux pour inspirer. Sachez que notre travail se fait largement dans des écoles publiques québécoises et canadiennes, et aussi à travers le monde, en Europe, en Afrique.
Aucune école n'est exclue, qu'elle soit publique ou privée, qu'elle soit plus avantagée ou moins. Qu'importe les défis, nous les accompagnons. Nous accompagnons la mise en œuvre d'une école de son temps, résolument inclusive, communautaire, contribuant par sa pédagogie et son éducation à une culture entrepreneuriale consciente, solidaire aussi, et responsable. J'aimerais, à l'instant même, vous présenter une courte vidéo. En fait, je vais prendre un petit extrait, parce que c'est à l'émission L'épicerie. Au Nouveau-Brunswick, là où on accompagne beaucoup d'écoles, est apparue une cafétéria entrepreneuriale. L'histoire est extraordinaire, c'est une multinationale qui se fait sortir de l'école. Au début, c'est drôle, ça ne dérange personne, jusqu'au moment où ces cafétérias entrepreneuriales, je dirais conscientes, vous allez le sentir, vont se développer jusqu'à atteindre actuellement 25-30% de toutes les écoles de la province. Mais en même temps, il y a là un exemple de comment les jeunes apprennent à s'entreprendre, à entreprendre, à innover, consciemment. Je vous laisse écouter. Quand on met les élèves au cœur de projets signifiants et authentiques, là, bien, c'est une belle aventure, puis tu sais pas où ce que ça va t'amener. Beaucoup de chemin parcouru depuis 2009, année où Rachel, alors agente communautaire à l'école Blanche-Bourgeois, a proposé rien de moins que de se débarrasser de la multinationale qui gérait la cafétéria. Le service alimentaire qu'on avait ne répondait plus à nos besoins. Puis on prêchait la saine alimentation de l'école. Puis fait que j'ai demandé pour générer un nouveau service alimentaire. Sans aucune subvention, elle a mobilisé direction d'école, comité de parents et diététistes. Tiens, Rachel, as-tu une couple de minutes? J'avais développé un concept que j'appelais la cafétéria entrepreneuriale, qui était basé sur 4 piliers: l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé puis le développement durable. Sa mission, sortir les produits transformés de la cafétéria. Qu'est-ce que vous mangez? Du fricot. C'est quoi du fricot? C'est comme une sorte de sauce avec des patates, des carottes, du poulet. On a dit qu'on voulait cuisiner à partir d'ingrédients de base. Les dames de cafétéria sont parties à l'aventure avec moi. On a remplacé les plats congelés par des repas cuisinés sur place, sans avoir à augmenter les coûts de production ni le prix de vente. Comme tous les lundis, c'est des soupes. Soit des fricots, des soupes aux nouilles poulet, une soupe aux légumes. Là, il y a une autre journée, c'est tout comme des pâtes. Quand on a démarré le service alimentaire, on avait à peu près 20 des élèves, puis je pense qu'on est à peu près 50 des jeunes qui prennent le service de la cafétéria, là. L'autre mission de Rachel, encourager le commerce local. Fait que là, on a commencé à faire des contacts avec différents producteurs locaux pour agrémenter le menu de l'école. Rachel est allée cogner, entre autres, à la porte de Léopold Bourgeois, dont le verger est à quelques minutes de l'école. Bonjour, Monsieur Léopold. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il paraît que vous êtes un fier partenaire. Oui, oui. C'est intéressant parce que ça fait des consommateurs futurs, puis ils emmènent des pommes à la maison, puis ils encouragent les parents à venir acheter des pommes. Ça fait que c'est un cercle qui fait boule de neige, là. On doit pas être capable de lui dire non à elle, hein? C'est difficile. Le plus beau dans cette histoire, c'est de voir à quel point ces cafétérias entrepreneuriales se multiplient. On est parti de 1 à 5, puis là, on est rendu à 24 cafétérias qui représentent à peu près le quart des écoles francophones de la province. Ici, c'est les bureaux de la commission scolaire. Oui. Pour réussir un tel exploit, il fallait convaincre les autorités en place que le jeu en valait la chandelle. Dès le début, la directrice générale de la commission scolaire a cru au projet de Rachel. Nous, au district scolaire, on ne veut pas imposer aux écoles. On croit vraiment dans un leadership partagé, puis on donne beaucoup de pouvoir aux directions d'école, aux écoles. Je vous dirais que Rachel, elle pense toujours à la part pédagogique. Comment les élèves vont apprendre dans ce projet ici? Car les idées de Rachel vont au-delà de la cafétéria. Ça touche aussi le partage des connaissances en matière d'alimentation via la création de petites entreprises scolaires. Ici, à l'école Anna Malenfant, les élèves transforment les pommes qu'ils vendent ensuite sous forme de rouleaux fruités. Le tout en intégrant des matières comme les mathématiques. On pourrait en apporter à la pesée. T'en mets combien? 500. 500? OK. Donc, j'ai pensé que c'était peut-être important d'en montrer de comment préparer un certain aliment qui vient justement de nos produits locaux. Combien vous vendez ça, vos rouleaux de fruits? 50 cents.
50 cents? Les profits ainsi récoltés ont permis l'achat de logiciels utilisés par les élèves. Je m'arrête. Le reste de la vidéo, vous pourrez aller la voir. Il y a plusieurs micro-entreprises parce que chaque cafétéria entrepreneuriale, c'est les enfants qui sont initiateurs, réalisateurs, gestionnaires. Ils le font avec des personnes de la communauté. Il y a beaucoup de bénévolat, mais il y a aussi des gens de rémunérés là-dedans. Donc, c'est vraiment une entreprise locale, vraiment locale. Et la magie, la raison que ça fonctionne, c'est parce que c'est pris en charge par le milieu, vraiment par le milieu. Et on touche à énormément de choses là-dedans. D'autres projets en éducation entrepreneuriale consciente, comme l'agriculture urbaine ici à Montréal, dans une de nos écoles, c'est un projet magnifique. Il y en a un petit peu partout et il y en a de toutes les sortes. Mais souvent, cette pédagogie-là permet d'intégrer les matières. Par exemple, les mathématiques. À un moment donné, vous connaissez l'entreprise Bureau Gros, bien, ils ont créé Bureau Petit à l'école, imaginez-vous. Alors, ce genre d'innovation qui existe dans ces écoles-là, mais ça intègre les matières souvent. Alors, faire mieux, faire différemment, c'est possible. Et en passant, l'important n'est pas, selon moi, la taille d'une école, ni non plus son aspect physique. Ça peut jouer, mais plutôt sa grandeur. La grande école est celle qui sait porter un projet éducatif de son temps. Elle dispose d'un caractère visionnaire, en phase avec les besoins des jeunes. Elle sait voir globalement, plus loin et plus localement aussi, les réalités. Elle est belle de son intérieur. Oui, elle a de magistral que l'équipe école soit en fait une équipe d'éducateurs de cœur. Ici, des enseignants, des intervenants divers, la direction. Elle n'est plus seule et elle n'agit plus seule. Elle met à profit et engage les parents, des personnes, des organisations, aussi des entreprises, de son village, de son quartier, de sa ville. Ils sont ses partenaires. Une équipe d'éducateurs qui forme une communauté en soi, dans l'école, et avec les parents et les partenaires, tous ensemble. Cela donne une communauté éducative. Grandeur, parce qu'une culture de la bienveillance y prend forme, à l'avantage des jeunes et de toutes les personnes qui y œuvrent. Un leadership partagé mobilisateur la caractérise, faisant émerger des leaders positifs conscientisés et conscientisants. Ces leaders sont en fait des enseignants et éducateurs, des jeunes aussi, et même des partenaires. Cette grande école a de particulier des sourires, oui, tout plein de visages qui montrent du bonheur. Madame, une des présentatrices avant moi l'a mentionné. Grandeur aussi parce que nous sommes en présence d'un écosystème, école, famille, communauté. Elle n'est plus seule, l'école. Son projet éducatif est englobant. Il tire sa force de l'intelligence collective qui l'accompagne à grandir, à s'auto-réguler. C'est l'empowerment du milieu. Grandeur parce qu'elle est inclusive de toutes les différences. Ici à Montréal, on comprend l'importance de ça. Une grande école qui considère la différence, la diversité culturelle comme un avantage, une réelle richesse. Une grande école, enfin, où chaque enfant jeune apprend à s'entreprendre avec conscience. N'est-ce pas ça vraiment, aimer nos enfants? En conclusion, je vais juste terminer en disant qu'il existe un facteur E3. Un facteur E3 voulant dire enthousiasme, le premier E. Plus émerveillement égale engagement. Facteur E3. Pour générer le facteur E3, il est essentiel de s'autoriser, d'autoriser l'enfant, le jeune, à sortir des sentiers battus, à prendre le risque de temps à autre du hors-piste, pédagogiquement. Innover vraiment, c'est oser permettre, moi j'en suis convaincu, l'épanouissement de la créativité. C'est faire confiance aux jeunes, c'est les laisser initier, réaliser, gérer à diverses occasions leurs projets. Vous savez, ces trois mots, initier, réaliser et gérer, sont les fondements même de la pédagogie entrepreneuriale consciente. Une pédagogie de la confiance, en quelque sorte. Ne serait-il pas parfaitement convenable
plus régulièrement, par exemple, en classe, à l'école, de donner le droit à nos enfants à s'exprimer, pour faire naître la confiance en soi, pour qu'ils apprennent à s'entreprendre, à entreprendre, à créer l'innovation de façon consciente, responsable, autonome, qu'ils puissent le faire en équipe fondamentalement. C'est important. S'autoriser à en faire concevoir des modes éducatifs nouveaux qui motivent, qui amènent les jeunes au dépassement de soi et qui font jaillir spontanément des éducateurs, des wow merveilleux. Parce que séduits, charmés en voyant les réalisations de leurs enfants en classe. L'école de son temps, celle d'aujourd'hui en particulier, gagne pour afficher toute sa grandeur, à ne jamais voir se perdre la capacité de s'enthousiasmer, de s'émerveiller. Cela permet autant l'éducateur d'engager autant l'éducateur envers des modes éducatifs innovants que l'enfant, le jeune de tous les âges envers des apprentissages. Croyez-moi, souvent c'est ce facteur 3 qui donne du bonheur à l'école. C'est aussi lui qui fera dire à plus d'enfants, de jeunes, tu sais, moi, j'aime mon école. Au fond, l'éducation ne serait-elle pas d'abord une science du cœur? Il faut cultiver sans relâche l'optimisme, car il n'y a rien d'impossible, et s'engager pour un avenir faisant resplendir l'espoir pour chacune de nos écoles. Je vous laisse avec une pensée, parce qu'on voit des gens qui marchent en France aujourd'hui, on voit des mouvements à travers le monde. Je pense à Notre-Dame de Paris, il y a quelqu'un qui l'a fait connaître. Avec cette parole, il n'est rien d'aussi fort qu'une idée dont le temps est venu. Victor Hugo. Merci.